est élu au suffrage universel, notamment parce qu'il a la responsabilité du feu nucléaire. C'est une verticalité totale. Et il y a au-dessus quelqu'un qui appuie sur le bouton. Tous les présidents de la Ve République assument cet héritage et la responsabilité qu'il implique. C'est la solitude qui commande. La tragique mais nécessaire solitude de ceux qui ont le pouvoir de décider. 12 mai 2012, passation de pouvoir dans la cour de l'Élysée. François Hollande succède à Nicolas Sarkozy. Dans quelques minutes, le nouveau président élu deviendra dépositaire du feu nucléaire. Il y a beaucoup de fantasmes au moment de la transition. Est-ce que le président sortant transmet un code au président qui vient d'être élu? Non. Est-ce que ça se fait à travers une mallette qui serait finalement transmise? Pas davantage. Il peut y avoir une discussion entre le président qui a terminé son mandat et le président qui vient d'être élu sur le contexte international et ce que peut être l'évolution de la doctrine française. Mais ça ne va pas plus loin. En réalité, c'est au chef d'état-major particulier du président de la République qu'il revient de transmettre les clés de la dissuasion au nouveau chef de l'État. Une charge à laquelle le candidat Hollande s'était préparé. Vous incarnez la France après l'élection. Le président va être immédiatement en charge de cette responsabilité. Tous les présidents successifs, depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, ont repris à leur compte, certes avec quelques ajustements, mais les éléments fondamentaux de la dissuasion nucléaire telle qu'elle a été conçue par de Gaulle. Les fondamentaux de la dissuasion sont immuables, de président à président. Après de Gaulle, chacun des 7 chefs d'État qui se sont succédés a prononcé son discours sur la dissuasion. Ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée. Exercice imposé pour afficher la détermination de la France à protéger ses intérêts vitaux. Tous ceux qui menaceront ou qui menaceraient de s'en prendre à nos intérêts vitaux s'exposeraient à une riposte sévère de la France. En France, en fait, il n'y a pas de version écrite de la doctrine de dissuasion. Tout passe par des discours du président de la République. Il s'adresse aux forces armées, il s'adresse à la nation tout entière, et il s'adresse aussi à nos adversaires potentiels. Si d'aventure, un dirigeant d'État venait à mésestimer l'attachement viscéral de la France à sa liberté et envisager de s'en prendre à nos intérêts vitaux, quels qu'ils soient, il doit savoir que nos forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables sur ces centres de pouvoir. Des intérêts vitaux qui ne sont jamais précisément définis. Il est très important en fait de ne pas clairement signifier à notre adversaire comment vous allez répliquer et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. On maintient volontairement une ambiguïté, un flou, justement, pour ne pas indiquer à l'adversaire à partir de quel moment on va faire quelque chose, et notamment on va déclencher une frappe. Comme disait de Gaulle, il faut maintenir un silence effrayant. La dissuasion, c'est aussi de la communication. Ainsi, en pleine guerre froide, le président Giscard d'Estaing avait autorisé les caméras de la télévision à le suivre dans le PC Jupiter, le bunker situé sous l'Élysée. Général de Laval, quel est à l'heure actuelle l'état de nos moyens nucléaires tactiques? Monsieur le Président, les régiments d'artillerie nucléaire sont en cours de mise en place dans les zones de déploiement correspondant au plan de frappe proposé. Il n'y a pas de bonne dissuasion sans bonne communication. La situation est claire entre bâtiments menaçants. Cette communication, elle peut être très publique, solennelle, officielle. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est le président de la République qui vous parle. Elle peut être plus discrète. Merci, passage, en alerte, renforcé.
exemple les exercices des forces aériennes stratégiques françaises, eh bien, ils se font parfois au vu et au su des satellites russes, délibérément, pour montrer à la Russie, vous voyez, regardez tout ce qu'on sait faire, et on le fait bien. C'est une menace de type Fox-Tree particulièrement résistante. Ces exercices, appelés poker, ont lieu plusieurs fois par an. Les Rafales et les pilotes des forces aériennes stratégiques s'entraînent à mener des raids dans la profondeur, comme pour procéder à des frappes atomiques. L'objectif, c'est de démontrer notre savoir-faire. Montre ta force pour ne pas avoir à l'utiliser. Ces exercices, évidemment, ils sont scrutés à la fois par nos alliés et par les adversaires de la France. C'est un jeu en fait de semi-transparence qui est totalement assumé, accepté. Ces manœuvres visent donc à faire et refaire la démonstration de la fiabilité opérationnelle de l'arme atomique française. La dissuasion nucléaire, d'abord pour que cela fonctionne, et globalement ça a fonctionné jusqu'à maintenant, ça repose sur une crédibilité. Voilà. On ne peut pas dissuader si on n'est pas crédible. De ce qu'on peut voir des réactions russes après des exercices, elle est considérée comme crédible. Les forces aériennes stratégiques sont aujourd'hui composées de 2 escadres équipées de missiles hypersoniques. Certains de ces Rafales peuvent également décoller depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle peut embarquer de l'ordre d'une dizaine de têtes nucléaires. C'est la même arme que pour l'armée de l'air, sauf qu'elle est emportée par un Rafale Marine au lieu d'être emportée par les Rafales de l'armée. Ces têtes nucléaires, portées par des avions, constituent la première composante de la dissuasion atomique française. C'est une composante aussi de gesticulation, on dit ça dans le monde nucléaire. C'est-à-dire que le président, aujourd'hui, peut décider de faire décoller avec l'armement atomique qui est un système d'armes, un missile extrêmement performant, qui est là pour dissuader, pour avoir cette première démonstration. C'est le premier niveau de la dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on appelle l'ultime avertissement. C'est le dernier signal donné avant l'apocalypse. Les cavaliers de l'apocalypse, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. 4 squales d'acier de 138 mètres de long, tapis dans leur repère de l'île Longue, en Bretagne. À quelques encablures est entreposé ce qui les rend létales. Alors ici on est dans l'atelier de stockage, où on vient ici stocker donc les étages des fusées, des missiles. Et donc ici on est devant 3 étages assemblés qui forment une partie du missile. Les missiles balistiques M51. Des mini-fusées Ariane hautes comme un immeuble de 4 étages. Une fois terminés, ces missiles mesurent 12 mètres de haut et il faut bien se rendre compte qu'il y en a 16 comme ceci à l'intérieur de chaque sous-marin lanceur d'engins. Le rôle des SNLE est d'assurer la permanence de la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire que l'un des 4 sous-marins est toujours en patrouille, et parfois jusqu'à 3, en fonction des circonstances. Escorté et surveillé quand il quitte son port d'attache, le bâtiment disparaît pendant 2 mois. On s'en va, c'est-à-dire qu'on rompt le contact, et les escorteurs, les avions, les sous-marins ne nous trouvent plus et on est parti dans l'océan. Les flancs chargés d'une force de frappe équivalent à 1000 fois Hiroshima, le sous-marin s'évanouit, invisible. L'océan est imperméable, si j'ose dire, aux ondes électromagnétiques, donc c'est pas possible de nous détecter quand on est en plongée avec un radar. Il n'y a que les ondes acoustiques qui se propagent dans l'eau, d'où l'utilisation des sonars, vous savez, ces pings qu'on entend parfois au cinéma.
la propagation du son dans l'eau fait qu'on a quand même des zones d'ombre, et le but du sous-marin, c'est de venir chercher ces zones d'ombre. Ce sont des zones où en fait le sous-marin est assez invisible, les forces de surface ne peuvent pas nous voir. Alors nous, on n'a pas le droit de parler, mais on écoute en permanence, puisque notre mission, c'est d'être le vecteur principal de la dissuasion nucléaire française. Par conséquent, il faut qu'on soit informé en permanence, d'abord de l'environnement autour pour rester caché, c'est-à-dire où sont les menaces, qui est-ce qui nous chercherait ou pas. On a un détroit qui est délimité par des zones de terre nord-sud. Notre objectif, c'est de franchir le détroit. Puis également, ils ont fait des formations sur la situation politique, sur la situation de sécurité en France. La France est-elle menacée? Et donc ces informations-là nous parviennent aussi pour qu'on puisse sentir l'escalade ou la désescalade au niveau du commandement. Sous-marin. Face à lancement simulé, nous sélectionnons 16 missiles. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est à la fois une centrale nucléaire de propulsion, ce sont tout un tas d'équipements de détection à bord, et puis c'est surtout une base de lancement de missiles. Ici, c'est tout simplement la raison d'être du sous-marin. Regardez, dans chacun de ces énormes tubes, il y a un missile nucléaire, 50 tonnes chacun. L'idée, c'est que vous déplacez la base, et à partir du moment où vous déplacez la base de lancement, vous comprenez qu'on peut aussi bien toucher la Chine que la Russie, que les États-Unis d'Amérique, que la Patagonie. Missile 50 portée supérieure à 6000 km, avec un chargement de tête multiple qui va nous permettre d'atteindre différents objectifs, juste avec le départ d'un seul missile. Les missiles M51 sont un concentré de technologie spatiale. Lancés depuis le fond des océans, ils vont crever la surface, puis s'élever jusqu'à 2000 km d'altitude, bien au-delà de l'orbite terrestre. Avant de rentrer dans l'atmosphère à la vitesse de Mach 20 et de larguer leurs 6 ou 10 têtes nucléaires destinées à une frappe en second. Une raison essentielle de la présence en permanence de sous-marins à la mer français, c'est justement de pouvoir dire à l'adversaire, même si vous détruisez la moitié du pays, nous aurions encore la capacité de le poster contre vous. Les garants de la sécurité de la France, ce sont donc ces 110 marins confinés aux abysses durant de longues semaines. Sous-marinier, c'est un peu un aventurier, c'est une personne qui va partir pour protéger son pays dans un milieu qui est assez restreint, fermé. Tous les 10 jours, on a un message de 40 mots qui est écrit par notre famille. Vous, par contre, c'est 0. On ne doit pas répondre.